Il est porte-parole du réseau Ulysse, ancien vice-président de la Fédération Environnement Durable et porte-parole du collectif Touche pas nos îles. Fabien Bouglet, bonjour. Bonjour Massière Bild. Vous êtes, et on vous connaît ici sur TV Liberté pour votre engagement dans la vie publique, comme on dit, comme conseiller municipal très actif de Versailles, dans les Yvelines. On connaît moins votre implication pourtant importante, voire totale, dans le combat contre l'éolien. Tout à fait, ça fait presque 10 ans maintenant que je lutte contre l'installation des aérogénérateurs. Des aérogénérateurs, c'est le terme technique qu'on utilise pour les éoliennes. Ceci depuis 10 ans, tout à fait localement tout d'abord, puisque je me suis battu contre un petit projet dans le cadre, dans l'Orne, pour une maison que j'avais dans le coin. Et en fait, progressivement, compte tenu de l'expertise que j'ai acquis dans cette lutte acharné, qui comprend des personnes de toutes tendances politiques confondues, eh bien, j'ai acquis une expertise qui a fait que je suis devenu vice-président de la Fédération Environnement Durable et porte-parole du réseau Ulysse, qui est un réseau tout à fait particulier, qui comprend des gens de tous niveaux sociaux dans la France entière, mais qui font du lobbying, de l'agitation et des opérations auprès des journalistes et auprès des politiques. Alors, vous êtes un peu fixé sur ce que l'on appelle les programmes éoliens offshore, c'est-à-dire en mer. Tout à fait. Entre 2011 et 2013, la France a lancé deux ambitieux programmes d'éoliennes offshore en mer, 6 parcs de 400 mâts, dont un sur une zone qui est l'Île-Dieu et Noirmoutier, au large de la Vendée. Et c'est là vraiment que vous avez porté le fer. Tout à fait. Parce que là, effectivement, j'ai une maison à Noirmoutier et dans le cadre des appels d'offres de 2013, le gouvernement a prévu l'installation de 62 éoliennes à 10 km de l'Île-Dieu et à 15 km de Noirmoutier, dans un lieu absolument formidable. Ce sont 2 îles Natura 2000, donc préservées au titre d'une protection européenne. Et eh bien, le gouvernement souhaite installer, et il n'y arrivera pas, 62 mâts de 220 mètres de haut, soit plus de la moitié d'une tour Eiffel, l'équivalent de la tour Montparnasse, à quelques kilomètres au bord des côtes. 10 kilomètres, ça sera la taille d'une aiguille. Ah oui, ça c'est... Alors ça, ce sont les éléments de langage des promoteurs éoliens. Nous avons fait nos propres simulations, et les simulations sont catastrophiques. D'ailleurs, il suffit de regarder sur Internet éoliennes au large de la Grande-Bretagne, par exemple, pour voir des centrales éoliennes au bord des côtes. Et là, on voit que c'est absolument épouvantable. C'est une atteinte absolument grave au paysage, à l'environnement et à un cadre naturel magnifique que constituent ces 2 îles. Est-ce que c'est pas une vision un peu archaïque des choses, pardonnez-moi de vous le dire, Fabien Bouglet, parce que pourquoi refuser à ce point ce qui se fait si facilement au Royaume-Uni, en Allemagne, même aux Pays-Bas? Alors, effectivement, l'Allemagne, qui est le pays de l'éolien, on a pu voir, et toute personne qui se déplace en Allemagne peut le constater, l'Allemagne est aujourd'hui totalement dénaturée par les éoliennes, puisqu'ils ont arrêté le nucléaire. Et pour autant, l'Allemagne est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre. Et pourquoi? Parce que les éoliennes fonctionnent 25% du temps, elles sont intermittentes, et elles ne peuvent être compensées que par des énergies d'origine thermique, c'est-à-dire au pétrole, au gaz ou au charbon. Ce qui explique que plus on développe l'installation d'éoliennes dans un pays, plus il y a d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est contradictoire. Et aujourd'hui, l'Allemagne en pâtit énormément. Alors la France, à côté, eh bien, c'est un pays absolument magnifique, au paysage absolument remarquable, avec un littoral précieux que nous devons conserver, qui est aussi un littoral où il y a des activités de la pêche, du Tréport jusqu'à Noirmoutier, avec des pêcheurs qui ont des techniques artisanales, qui doivent aussi défendre leur métier. Et donc, on voit bien cette volonté absolument, totalitaire presque, de vouloir imposer l'installation de ces mâts qui sont gigantesques dans nos paysages et dans notre littoral, sont une ineptie dans un pays qui vit du tourisme et qui souhaite préserver son environnement et ses paysages. Alors, pourquoi dans ce cas-là refuser le déploiement en mer
en France, parce que c'est le seul moyen. Et donc là, il y a, je veux dire, une obligation de réussite. C'est que c'est le seul moyen de permettre au pays de tenir les objectifs du Grenelle de l'environnement. Me faites pas rire. 23% d'énergie renouvelable promis d'ici 2020. Nous sommes en 2018, c'est dans 2 ans. Il faut voilà, alors ces objectifs sont fixés au niveau européen avec le lobbying des syndicats des promoteurs éoliens, qui nous le rappellent d'ailleurs actuellement avec le plan pluriannuel de l'environnement. Ils nous payent des sondages pour dire que 80% de la population... 77%, Ipsos, image positive des éoliennes. Voilà, image positive. Voilà, sauf que lorsqu'on est dans le... c'est-à-dire que quand on est dans le concret, qu'il y a une enquête publique, par exemple à Noirmoutier, entre l'Île-Dieu et Noirmoutier, il y a eu une enquête publique il y a quelques mois, qui est organisée dans le cadre de la Convention d'Araüs et de la Charte ayant valeur constitutionnelle. Eh bien là, c'est étonnant, mais quand on demande à la population, il y a 80% d'opposition, avec un nombre considérable d'interventions, plus de 1700 interventions dans les cahiers de doléances des commissaires enquêteurs. Ça veut dire quoi? Je fais une incidence là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit les sondages mentent, soit les gens, plus ils sont éloignés des éoliennes, plus ils y sont favorables, c'est ça que vous dites? Écoutez, ça veut dire simplement que les promoteurs éoliens payent des sondages qui leur sont favorables, mais que lorsque concrètement il y a l'impact dans l'environnement des personnes, dans l'impact sur leur travail, l'impact sur la préservation des paysages ou du cadre naturel, et les gens s'y opposent. Vous pouvez faire un sondage, évidemment, dans les quartiers bobos parisiens. Évidemment, comme me disait récemment un bobo parisien, il me dit, nous, ça nous est égal, on n'a pas de maison de campagne, on vit dans Paris, ça nous est totalement égal de perturber l'environnement de la France. C'est bien ce décalage entre la France profonde, qu'on ressent d'ailleurs, que M. Oberton avait dévoilé, la France périphérique versus la France privilégiée qui est en train de dénaturer complètement notre pays. Je reviens aux objectifs du Grenelle de l'environnement. Oui. Vous êtes bien d'accord avec moi qu'il est essentiel qu'il soit gagné, ce Grenelle de Oui, alors on peut considérer... Les éoliennes, c'est bon pour la planète? Alors voilà, c'est bon pour la planète, ça évite le réchauffement climatique, sauf que là, il y a une étude de Harvard qui vient de montrer, avec d'éminents professeurs de Harvard, qui viennent de démontrer que la production du vent par énergie éolienne contribuait au réchauffement climatique. Alors c'est complètement contradictoire, et par ailleurs, les éoliennes ne sont pas la solution, je viens de vous le dire précédemment, compte tenu de l'intermittence du vent qui ne crée pas une énergie stable et fiable et qui contraint à l'émission de gaz à effet de serre par l'utilisation d'énergie thermique. Il y a aujourd'hui plein de procédés qui permettent de suppléer, par exemple, au nucléaire. Et puis, il y a d'autres procédés, comme par exemple l'éolien flottant à 50 km des côtes, qui n'est pas impactant sur les environnements proches de la côte, qui n'a pas d'impact dans les sous-sols marins, dans les sous-sols et dans les fonds marins, qui n'a pas d'impact sur la pêche, ou moindre, qui n'est pas beaucoup moins intermittent parce qu'elle fonctionne 60 à 70% du temps. Et un des promoteurs de l'éolien flottant, Eolink, qui est l'éolienne qui est au large de Brest, vient de préciser dans un article de Batiactu, qui est un journal professionnel, qu'il pourrait réussir à promouvoir et à réaliser de l'énergie au prix spot, c'est-à-dire à 60 € le mégawattheure, sans subvention. Ça veut dire qu'on pourrait avoir une énergie d'origine éolienne très éloignée des côtes au prix non subventionné. Le prix actuel? Alors, le prix spot du courant brut, c'est entre 50 et 60 € le mégawattheure. Le prix des éoliennes terrestres, c'est 80 € le mégawattheure. Sauf que depuis très peu de temps, maintenant, il y a des appels d'offres et les appels d'offres conduisent à un prix de rachat proche du tarif spot. Et les éoliennes en mer, c'était jusqu'à juin 2018 220 € le mégawattheure, donc 4 fois le prix du tarif de brut. Et Emmanuel Macron, suite à notre lobbying intensif, a été contraint de renégocier ses tarifs et a proposé un tarif à 150 € le mégawattheure hors raccordement, c'est-à-dire 170 € le mégawattheure. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à un prix 3 fois le prix habituel et une subvention de l'ordre de 30 milliards d'euros pour les consommateurs et les contribuables et de l'ordre de 60 milliards d'euros sur 40 ans. Et ce chiffre a été totalement confirmé par la Commission de régulation de l'énergie il y a 1 an en annonçant que les subventions, rien que pour les 6 centrales éoliennes prévues au bord des côtes du Tréport à Noirmoutier, représentaient 40 milliards d'euros. Alors,
Où j'ai du mal à vous suivre, je comprends très bien vos arguments. Où j'ai du mal à vous suivre, c'est quand même que parmi ces récriminations contre donc cet éolien déployé en mer, et j'ai bien compris non flottant, vous dites qu'il y a des impacts environnementaux qu'on ne soupçonne pas. Or, je vois sur une des implantations offshore, qui est celle en face de la baie de la Baule, sur la zone Saint-Nazaire, des associations qui disent ben voilà, on va implanter des éoliennes sur le plateau marin qui est celui de la reproduction des langoustines de mémoire. Comment vous considérez que... Pourquoi on ferait cela? Il y a des gens qui ont fait des études, il y a des gens qui ont regardé, et cela est mené par des ministres qui sont en charge de l'écologie et qui ont en eux, j'allais dire, le gène écologique. Donc, est-ce que vous pensez que Nicolas Hulot, pourquoi serait-il amené à faire construire des éoliennes implantées en mer pour empêcher la reproduction des langoustines? En fait, je vais vous expliquer tout concrètement. Les 6 centrales éoliennes en mer qui ont été prévues, l'ont été prévues par des fonctionnaires au ministère de l'écologie. Ils ont dit, voilà, il y a 6 zones, et après, c'est au promoteur éolien de faire les études d'impact. C'est-à-dire que ce n'est même pas l'État qui a fait les études d'impact. Donc c'est une catastrophe parce que, évidemment, les promoteurs éoliens prennent leur propre bureau d'études, puisque c'est eux qui doivent payer les études d'impact, et elles sont largement minimisées. Et d'ailleurs, à cet égard, il y a une information que je veux en scoop ici, qui a été également reprise dans la presse écrite, le fait que le Conseil national de la protection de la nature, qui est un conseil représentatif au sein du ministère de l'écologie, a rendu un avis défavorable à 11 voix contre 2 concernant la centrale éolienne entre Yeu et Noirmoutier, en évoquant des impacts désastreux sur les espèces protégées, sur les écosystèmes et sur tous les impacts environnementaux sur les espèces humaines. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, selon nos informations, il y a une véritable guerre interne au sein du ministère de l'écologie, entre les services dont la fonction est de réaliser la préservation des espèces, de l'écosystème et de la biodiversité, et les services qui sont en lien avec les écolo-businessmen, dont l'objectif principal est de toucher la dîme financière considérable que va leur apporter l'installation d'éoliennes dans leur projet. Vous ne répondez pas à ma question de fond. Qu'est-ce qui fait que vous seriez une fibre plus écologiste, plus rationnelle, plus sensible à la défense de l'environnement qu'un François de Rugy, qu'un Nicolas Hulot, précédemment à eux, Ségolène Royal et tant d'autres? Écoutez, comme ils sont inféodés globalement au lobby du vent, dont l'objectif est de toucher la dîme financière absolument gigantesque, je pense que ils font l'objet de pression de ces lobbies. D'ailleurs, on le voit dans la presse. France Énergie Éolienne, qui est un des syndicats, et le syndicat des énergies renouvelables font des pressions régulières sur Nicolas Hulot et maintenant François de Rugy pour qu'ils maintiennent ce tarif de rachat. Je vous rappelle que lorsque il a été question de renégocier les tarifs de rachat de l'éolienne en mer, tout de suite, immédiatement, les syndicats et tous les promoteurs éoliens ont acheté une grande publicité dans le Figaro pour dire ne détruisez pas cette filière, vous allez la remettre en cause si vous réduisez les prix de rachat. Sauf que les prix de rachat sont considérables. C'est une honte absolue qui va être impactée directement, payé par le contribuable et le consommateur, et en particulier au travers, et j'invite tous vos téléspectateurs à regarder, au travers de la contribution au service public de l'électricité, qui est en bas de la facture d'électricité, et qui, dès qu'un mât éolien est installé, augmente progressivement la facture d'électricité de nos concitoyens. Il y a aussi un élément qui est important, c'est que je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas finalement, venant de votre part, et vous le prendrez pas mal, une forme de méthode qui serait par exemple de distiller le soupçon ou le doute en disant mais finalement tout ça aussi il y a un phénomène de scandale de corruption. Le journal L'Express, magazine L'Express, la presse convenue dit mais non, il faut relativiser ces accusations. Ils ont trouvé le financement d'un festival de rock par une association éolienne qui avait des intérêts par ailleurs. Enfin, tout ça est quand même un tout petit peu maigre pour parler d'un système scandaleux de corruption généralisée, quoi. Alors, tout à fait. Alors là, on a une réponse simple. Le CIRASCO, qui est le service anti-mafia, qui avait rendu un rapport au Premier ministre il y a quelques années, avait évoqué dans son rapport
le fait que la mafia avait pénétré et infiltré les services administratifs chargés d'attribuer les autorisations de centrales éoliennes. Ça, c'est un document officiel qui a été donné au Premier ministre. Par ailleurs, le service central de prévention de la corruption, qui est un service dépendant du ministère de la Justice, qui avait été créé au moment de l'affaire Bérégovoy, en 2014, a réalisé, le service central de prévention de la corruption, une alerte dans son rapport d'activité en disant que les prises illégales d'intérêt et la corruption, et peut-être même des phénomènes de type mafieux, étaient considérables dans l'éolien. Et on a identifié, puisque j'étais moi-même lanceur d'alerte auprès de ce service, j'étais en contact avec eux, et on avait identifié près de 200 plaintes pour prise illégale d'intérêt. Il y a eu de nombreuses condamnations. Un géomètre qui était à la fois géomètre et maire de sa commune, mais géomètre du promoteur éolien. On a eu un commissaire enquêteur qui était à la fois prestataire de service d'un promoteur éolien et commissaire enquêteur pour un projet. On a eu 7 élus à la Ramière, 7 élus qui ont été condamnés, dont la mairesse. On a eu un maire qui a eu la suppression de ses droits civiques suite à une condamnation pour prise illégale d'intérêt. Ça a été un phénomène massif. Alors tellement massif qu'effectivement, 2 ans après, le gouvernement Hollande a supprimé le service central de prévention de la corruption. C'est beaucoup plus simple de supprimer l'institution qui a dévoilé un vrai problème. Et pour ce qui est du offshore, là, on a un phénomène totalement différent parce qu'on se rend compte que la corruption est une corruption déguisée. Elle va passer, par exemple, par le financement de toutes les associations locales environnementales. Alors, telle association qui va se voir payer le ramassage des oiseaux morts pour compter les oiseaux morts sur la plage. Le fait que la mairie touche de l'argent du consortium industriel tous les ans depuis qu'il a obtenu, le consortium a obtenu l'appel d'offres. Et puis, le Conseil général de Vendée, qui, au travers du Vendée Globe, qui lui appartient intégralement, enfin pas tout à fait intégralement, à vérifier, mais en tout cas en majorité, a touché, je crois, et c'est une information à vérifier, une somme de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et comme le Conseil général doit donner son opinion dans le cadre de l'enquête publique, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Est-il acceptable de recevoir de l'argent d'un consortium industriel pour lequel on va devoir se positionner dans le cadre d'une enquête publique et pour lequel on va devoir donner un avis favorable ou défavorable. Et c'est là où c'est scandaleux. Du reste, c'est le procureur Scarsini en Italie qui a fait la saisie du plus grand parc éolien européen à la mafia calabraise, 1,3 milliard d'euros qui ont été saisis, un parc éolien d'une valeur de 1,3 milliard d'euros à la mafia calabraise en 2011, et il explique sur Arte, à ce moment-là, que le phénomène de type mafieux dans l'éolien va se développer dans l'Europe tout entière. Donc, ça n'est pas du tout... Est-ce que tout cela, finalement, explique le fait que l'éolien suscite une opposition locale maintenant très vive, très organisée aussi, hein, on le voit bien, mais aussi... au niveau national, on a le sentiment quand même que depuis quelques années, le regard des Français, des citoyens, change sur ces questions de l'éolien. Tout à fait. Vous ressentez ça, vous aussi, oui, tout qui à êtes fait. au cœur de l'action, si j'ose dire. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait peu de projets. Il y a 10 ans, il y avait quelques projets. On avait un taux de recours de 25%. Et le collectif, le réseau Ulysse, que j'avais lancé, avait lancé son objectif de 100% de taux de recours. Aujourd'hui, on est à 70% de taux de recours. Donc, on est proche de notre objectif de 100% de taux de recours, au civil, au pénal et en administratif. Donc, nous, on se réjouit déjà qu'il y ait une opposition massive qui s'est développée en 10 ans. Par ailleurs, et ça c'est un phénomène sociologique très intéressant, jusqu'à présent on avait malheureusement des villageois dans les campagnes qui n'étaient pas forcément équipés juridiquement, culturellement pour la bataille contre ces centrales. Et donc c'était plus difficile. Mais maintenant, avec les objectifs du Grenelle de l'environnement, avec le fait que le gouvernement veut multiplier par 3 les éoliennes terrestres, plus les éoliennes en mer, ça touche tout niveau socio-professionnel, des cadres supérieurs, des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, des gens, des hauts dignitaires fonctionnaires européens, des hauts dignitaires français, des journalistes, des élus de droite comme de gauche, des gens de toutes tendances confondues. Et moi, j'ai la chance, en tant qu'un des leaders de la lutte anti-éolienne en France, de côtoyer des gens de toutes
toutes tendances politiques confondues, de la gauche à l'extrême gauche, de la droite à l'extrême droite. Et donc ça, c'est fondamental parce que ce mouvement sociologique est en train d'être transversal, c'est-à-dire que toute la population est aujourd'hui, qui est touchée par un projet de parc éolien, fait fi de ses présupposés politiques initiaux pour faire valoir l'intérêt général et la préservation de son environnement. Et ça, c'est un phénomène qui a été souligné d'ailleurs par Le Figaro et Valeurs Actuelles cet été, au moment où d'ailleurs, justement, Nicolas Hulot a évoqué lors de sa démission sur France Inter cette résistance qui était évoquée dans cette presse. Elle a été évoquée également dans Marianne pour ce qui concerne, dans un dossier de 5 pages, pour ce qui concerne le projet d'éolienne entre l'Île-d'Yeu et Noirmoutier. Moi, j'ai une profonde affection à tous mes amis pêcheurs de l'Île-d'Yeu, de Noirmoutier, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la conserverie Gendreau, tous les salariés de la conserverie Gendreau, puisqu'il va y avoir un potentiel impact d'un tiers de salariés en moins s'il y avait cette centrale éolienne. J'ai une profonde affection par rapport à cette population qui se bat pour préserver son environnement. Et ça, c'est un phénomène formidable. Est-ce que ce sujet peut s'inviter lors des élections européennes et comment on fait pour affirmer qu'on n'est pas finalement membre soi-même d'un lobby? Parce qu'on dit ceux qui sont contre l'éolien, ils sont membres du lobby nucléaire. Bon, vous êtes peut-être membre ça, c'est la, voilà. C'est la dernière récrimination que je vous fais, mais j'ai trouvé toute la palette. Vous avez vu, j'ai fait un effort. Alors là, à Martial, vous avez utilisé tous les éléments de langage des promoteurs éoliens. Là, j'ai eu la totale. Alors, écoutez, chez nous, dans les anti-éoliens, il y a des pro-nucléaires, il y a des anti-nucléaires. On a des écolos de la première heure, on a des gens qui sont plus pour le nucléaire, qui se disent que la recherche sur le sujet est en train de développer. Le prix Nobel de sciences physiques a été donné à quelqu'un qui a réussi à promouvoir et à dénucléariser les déchets en passant de 30 000 ans à 30 minutes. Et donc, nous, on a confiance à la recherche. Mais nous, c'est pas notre sujet de savoir si on est pour ou contre l'énergie nucléaire. Il ne s'agit pas, par exemple, entre l'Île-d'Yeu et Noirmoutier, de mettre une centrale nucléaire flottante entre les deux îles. Nous, on se base sur un projet ponctuel. Donc là-dessus, je dirais, on n'a pas d'état d'âme. Je veux dire, chacun pense ce qu'il souhaite. En revanche, alors, pour les Européennes, ce qui est vrai, c'est que pour les Européennes, comme l'État français, le gouvernement français s'appuie sur les objectifs européens, il est évident que le sujet de l'écologie, c'est le sujet de l'éolienne. D'ailleurs, M. Jadot l'a dit encore régulièrement, récemment sur RMC. Et donc, il est incontestable que dans les mois qui viennent, le sujet de l'éolien, qui touche quand même 1500 associations anti-éoliennes en France, presque tout le territoire français, qui touche une population très diversifiée, va, je pense, venir au cœur des élections européennes. C'est des hommes politiques qui vous avez eu vont intégrer ça ou intègrent déjà, les hommes et les femmes politiques bien sûr, qui intègrent ce sujet dans leur démarche ou leur réflexion actuellement? De toute façon, déjà, on voit que Macron et Mélenchon ont un point d'accord, puisqu'ils sont tous les deux pour la pollution à l'éolienne. Mélenchon a dit « je suis très très favorable aux éoliennes offshore, il faut développer ça, etc. » Donc c'est un point d'accord qui vient entre ces deux courants politiques. Et par contre, effectivement, à droite, aujourd'hui, eh bien, un des acteurs, Nicolas Dupont-Aignan, qui d'ailleurs, un de ses bras droits avait fait campagne au régional sur ce thème en Hauts-de-France, fait de ce sujet et souhaite faire de ce sujet un sujet important sur la thématique patrimoniale et environnementale. Est-ce que tout simplement, et c'est ma dernière question, vous ne refusez pas le progrès dans une vision qui est une vision un petit peu étriquée finalement? Alors ça, c'est très intéressant parce que je pense que le progrès, c'est nous. En fait, aujourd'hui, les éoliennes sont ringardes. Elles sont totalement ringardisées, à tel point qu'en Allemagne, ils sont en train de les démonter. Et d'ailleurs, il y a eu plus de 1000 éoliennes qui ont été démontées en Allemagne. Et ils ne savent même pas où mettre les déchets de fibres utilisées. Et ils les envoient dans des déchetteries en Afrique. Donc, je ne sais pas si ça, c'est le progrès. Je pense au contraire que le progrès... C'est pas bon pour la planète. Là. Ça, c'est pas bon pour la planète. Je pense que le progrès, au contraire, c'est de savoir utiliser, mettre en œuvre une production d'énergie de qualité, mais qui intègre également une écologie humaine, c'est-à-dire qui mette la place de l'homme, de son environnement, des animaux au cœur de cette problématique. Et je pense que les écologistes
qui font de l'écolo-business sont des gens qui n'ont aucun état d'âme et qui sont prêts à dénaturer, détruire nos paysages, détruire notre environnement, détruire notre nature pour faire du fric. Donc ça, je suis désolé, ça, c'est pas le progrès. Ça, c'est le passé. Et dans quelques années, vous verrez, Martial, on démontera ces mâts et on fera une grande fête pour fêter la dééolianisation de la France. Eh bien, écoutez, on verra, je vous réinviterai à cette occasion. Voilà, Fabien Bouglet, qui a une énergie, lui, contre les éoliennes, vous l'aurez bien compris. Merci. Merci, Martial.